Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. En ce samedi matin, en compagnie de Henri, nous avons choisi pour thème les pâtes fraîches, les nouilles, les pastas, enfin... Et l'Italie un petit peu aussi. Un peu l'Italie. Les produits italiens, on va aller voir un peu de soleil là, parce qu'aujourd'hui il y a du soleil en plus. Au menu, un tour d'horizon des adresses au Havre, un peu tout ce qui est italienne, pâtes fraîches. Le vin, surtout. les pâtes, les pizzas, voilà. Et on a eu la chance d'avoir l'interview de Willy Dinal, l'infirmier qui fabrique des pâtes. Voilà, ça doit vous parler. Il était très présent dans la presse à ses débuts, là, il n'y a pas très très longtemps. Et et quelques recettes, et peut-être même un petit coup de gueule. On va parler un petit peu poulet. C'est un truc, c'est Henri qui m'a mis ça dans les pâtes. Ah oui, t'as vu que c'était quand même un peu scandaleux, hein. Ah ouais, il y a du lourd quand même, c'est le cas de le dire. Voilà, où est-ce qu'on peut manger des pâtes, mon cher Henri, au Havre ? Alors écoute, moi j'ai fait un petit tour de... Bon, il y a les grandes institutions... Alors les restaurants d'abord, les institutions, on va parler de deux institutions au Havre, Salvatore, qui est plutôt le côté populaire de la cuisine. Salvatore. Et puis le Sorrento, qui est plutôt dans un versant un peu plus, on va dire, gastronomique, un peu plus... Voilà, mais ça c'est les deux grandes adresses très établies. Il y a Al Dente aussi, qui est maintenant au Havre. 2.0, voilà. Ah c'est ça, la Lucciola tu parles. Ah la Lucciola, pardon. Voilà, Al Dente c'est en face du volcan. C'était, autant pour moi. Mon ami qui est parti malheureusement, Pasquale Guarcino, et qui est maintenant un très bon restaurant italien aussi, qui est au Hall Central. Ça c'est les restaurants, il y en a plein d'autres, hein. On peut aussi manger des pizzas par exemple aux Enfonçages, ils ont un four magnifique, et puis d'autres adresses que je ne citerai pas parce que tu n'as pas envie que je les cite. Non. Suivez mon regard. Ensuite, il y a aussi les épiceries, parce que ça a fleuri, ça pousse comme des champignons. Alors on avait Piccola Italia, tu sais, sous les Halles. Maintenant il y a les gourmets d'Italie aussi. Il y a Masiccia, ça c'est une adresse un peu coup de cœur. Alors au bout de la rue de Paris, à côté d'un bar qui s'appelle le Rallye, que tout le monde connaît, juste à côté, c'est Clara Mermin qui a ouvert ça, il y a maintenant peut-être 2 ans. Et elle fait des pizzas, elle a des produits italiens de très belle qualité, notamment un produit coup de cœur qui est la Nduja, qui est une sorte de, on va dire, sorte de pâte épicée chorizo un peu tartinable, tu vois, qu'on peut mettre dans des pâtes, justement, dans des sauces. La Nduja, ça vient un peu du mot andouillette, ça se trouve en Pau, elle en vend. C'est Masiccia, donc à côté du Rallye. Il y a Casa di Puglia aussi, rue Paul Doumer, où ils ont des belles charcuteries, des pouilles, parce que on le dira, mais l'Italie, c'est vaste, donc la cuisine italienne, ça veut tout et rien dire. Là, c'est vraiment spécialisé dans les pouilles, le talon de la botte, tu sais. Et puis, il y a aussi Danonina qui fait des pizzas à côté de la place Saint-Vincent, le restaurant, le bar qui s'appelle La Source. J'ai vu qu'ils avaient ouvert ça avec quelques produits à vendre aussi. Enfin, on a quand même pas mal de choses pour... faut penser aux boutiques bio. Parce qu'ils ont des pâtes fraîches de très bonne qualité souvent. Oui, exactement. Et dans les trucs anecdotiques comme ça, j'ai vu ça. Alors je sais plus comment ça s'appelle. La rêche ou le rêche, tu sais, quand tu fabriques de la bière, t'as ta mode céréale. Oui, ce qu'on peut recycler après. Voilà, et faire des pâtes fraîches avec ça cartonne bien en plus. Oui, puis c'est dans l'air du temps puisqu'on recycle des choses. Alors oui, évidemment, ça c'est hyper nutritif, c'est vraiment top très qualité. Nourrissant. Ouais. Et puis avant c'était perdu, maintenant ça s'utilise. Alors ça c'est les adresses italiennes spécifiquement, et comme tu le dis très bien, il y a aussi des épiceries bio, il y a aussi des épiceries fines qui font des produits italiens. Par exemple, tu vas dire que j'ai des actions dans la maison, mais à la feuille de vigne, ils ont de très bonnes pâtes sèches. La marque Gentile, qui est très très bonne, qui est une pâte artisanale sèche, ils ont des très bonnes sauces aussi. Et puis petit coup de cœur pour un vin de la famille Sobrero, c'est italien, chez René, au Halles Gourmandes, où il y a des vins de cette très belle production. C'est le cépage Nebbiolo, c'est un peu le pinot noir italien, et on peut trouver des très jolis Barolo, des très jolis vins italiens chez René, qui n'est pas une cave italienne, mais où on trouve un vin italien que j'aime énormément. Les vins des Vésuve et tout, voilà. Les trucs rigolos. Donc, alors pourquoi beaucoup l'Italie ? Parce que les Italiens, c'est les plus grands consommateurs de pâtes. C'est à peu près plus de 50 kilos de pâtes par personne par an. Donc c'est énorme. Faut savoir qu'en Italie, il y a quand même plus de 20% de la population qui fabrique eux-mêmes leurs pâtes. Donc c'est vraiment hyper traditionnel. Bon, et après, à travers le monde, alors bizarrement, c'est les Américains en numéro 2. C'est Amérique du Sud, le mac and cheese, c'est indétrônable en deuxième position. Et viennent seulement vers la fin du top 10 les pays d'Asie, parce que c'est le riz qu'on privilégie d'abord, et les nouilles bien après, etc.
Mais sinon, il y a d'autres pays, Amérique du Sud, voilà. Et nous, on est pas mal classés, on mange pas mal de pâtes chez nous quand même. Les pâtes, c'est la vie, Ouais. c'est même devenu. Il y a le gras et il y a les pâtes, quoi. Enfin voilà, donc on est très axé. Et en plus, on a la chance au Havre aussi, c'est d'avoir Pasta Pazza, créé par Willy Dinal. Et nous avons la chance de l'avoir en ligne. Bonjour Willy. Bonjour à tous. Salut Willy, c'est Henri à l'appareil. Voilà, en Willy, donc de Pasta Pazza. Alors, moi, je te connais uniquement à travers. Il y a eu beaucoup d'articles à tes débuts, quoi. L'infirmier devenu fabricant de pâtes. C'est ça. Alors à la base, je suis infirmier libéral, donc je suis toujours infirmier libéral. Et aujourd'hui, à côté, je suis aussi maître pastier, donc ça veut dire fabricant de pâtes. Alors, comment on fabrique des pâtes ? C'est quoi ? De la farine, de la semoule, de l'eau, des œufs ? Il y a la législation sur les pâtes fraîches, en tout cas en France. Pour faire des vraies pâtes fraîches, il nous faut de la semoule de blé dur ou de la farine de blé dur, d'accord ? Après, en Normandie, en Bretagne, on va trouver de la farine de blé tendre. Et du coup, on va pas pouvoir appeler ça pâte fraîche. La législation, c'est vraiment farine de blé dur. Moi, j'utilise de la semoule de blé dur. Où là, on a quelque chose encore de plus fin. Et l'idée, c'est vraiment de trouver la matière première en Italie. Donc, moi, je me source en Italie au niveau de la semoule de blé dur, où on trouve la meilleure qualité de semoule de blé dur. C'est pas pour rien qu'ils sont les rois du monde de la fabrication de pâtes là-bas. Donc, l'idée, c'est de se sourcer en Italie pour avoir la bonne matière première. Moi, je voulais te demander, Willy, comment est-ce que tu as eu ce virus de la passion des pâtes et cette idée de carrément consacrer une activité, une entreprise, parce que c'est déjà une belle activité de commerce, de fabrication. Moi, j'ai eu la chance de visiter ton atelier. C'est une très belle installation. Et ça t'est venu comment ? C'est en tant qu'amateur toi-même de gastronomie italienne que tu as eu envie de te lancer là-dedans ? Alors, à la base, déjà, j'aime cuisiner. De base, j'aime cuisiner. Depuis des années, j'ai fait quelques écoles. En stage, chez Randy, chez Ducasse. Et depuis des années, j'aime cuisiner. Et puis, au fur et à mesure des années, ma cuisine a un petit peu évolué, un peu changé. Je suis arrivé un peu plus sur la cuisine méditerranéenne et en particulier sur la cuisine italienne. Et là, je suis tombé complètement amoureux de la cuisine italienne. Et lors d'une formation de cuisine italienne, j'ai appris à faire des pâtes. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce produit qui est commun à tout le monde. Je me suis intéressé un peu plus. Donc, je suis allé chercher une formation de maître pastier sur Lyon et en Italie, dans le nord de l'Italie. Et j'ai fait une formation à la base à titre perso. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, j'en ferais bien un métier. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire des pâtes fraîches. L'idée, c'est de retrouver la même qualité qu'ils avaient dans n'importe quelle ville en Italie et de pouvoir se sourcer sur le Havre et un petit peu partout en Normandie. Ah, c'est cool ça. Moi, j'ai une question, c'est quoi la différence dans ce cas-là entre pâtes fraîches et pâtes sèches ? Alors, les pâtes fraîches, on va partir sur un mélange pareil, semoule de blé dur, comme je vous disais, avec des œufs entiers. Ça va être une recette classique. On a un certain grammage d'hydratation. On va venir hydrater la semoule. Et après, sur la pâte sèche, on va être sur la même recette, sauf qu'à priori, on va la passer ce qu'on appelle au séchoir. Et là, on va la faire sécher au niveau artisanal entre 12-14 heures minimum, voire plus, en fonction des formes. L'industriel, lui, va être sur un séchage de 4 heures. Donc forcément, la qualité du séchage n'est pas du tout la même. Et ce qui va se ressentir aussi après, ça va être au niveau nutritionnel. Tous les apports des bienfaits et du blé dur, et si tu le sèches en 4 heures, tu n'as plus du tout d'apport. Donc tandis que nous, on va garder tous les apports nutritionnels, la qualité du produit. Ok. J'allais dire, parce que je sais que tu fais des, je sais pas, ça pas ça, vous faites des pâtes fraîches. Vous faites de la dessiccation aussi, du séchage. Vous faites de la pâte sèche aussi. Alors, petite info, scoop, comme vous voulez. On commence à sécher les premières pâtes pour la sortie cet été ou au mois de septembre. On a la primeur, on a la formation primeur. Disons que ça c'est sympa. C'est ça. D'accord, donc ça va commencer bientôt le séchage. J'imagine que c'est encore des installations... C'est ça, le séchoir est arrivé, on a déjà commencé à faire les premiers tests, qui sont plutôt positifs, pas de soucis de ce côté-là, et on va créer un petit peu de stock, parce que pour le coup, là, on n'est plus sur une DLC comme la pâte fraîche, où on a une DLC assez courte, entre 7-8 jours en grand maximum, 6-7 jours en grand maximum. Sur la pâte sèche, on va être sur 2 ans de DLC, donc on peut faire du stock là pour pouvoir lancer officiellement après la sortie. Et qu'est-ce qu'on a comme variété de pâtes chez toi ?
Spaghetti, tagliatelle. Alors, ce qu'on va avoir, je vais vous l'énoncer, on va avoir du quadrucci. Donc, le quadrucci, ça va être une espèce de macaroni, mais carré. D'accord. On va avoir de la feuille de lasagne. Alors ça, c'est un régal quand vous faites des lasagnes avec des pâtes fraîches, c'est excellent. Linguiné, tagliatelle, la casarecci, donc on est sur une pâte courte. La gnocchetti sardi, moi j'adore cette forme-là, elle accroche bien la sauce. Le macaroni, le rigatoni, elle est un petit peu de forme de pâte française, la coquillette, parce que ça n'existe pas en Italie, mais voilà, il faut en faire un peu. Et puis la trottoloni, c'est une autre forme, on va dire que on va essayer de la décrire comme si c'était une queue de cochon, quelque part, on va dire que c'est comme ça. Et la primoula qui va sortir, qui a lancé le lancement des pâtes sèches. Donc t'as déjà une belle gamme. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Une belle gamme de pâtes. Oui. Et alors où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'on peut les acheter? Parce que je sais que il y a certains restaurants qui proposent tes pâtes. Je crois que le Grignot, Peña, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bistrot parisien. Bistrot parisien. Bistrot parisien. On a les enfants sages, on a la grande école, on a la Bise, la SRH, la Gade du Bas. Qui je n'oublie pas la tour des docks qu'il y avait. Fais bien le tour, hein, parce que sinon tu vas te fâcher avec des gens. Sinon, réfléchis bien. Le bar and grill, le restaurant où il y a le stade du Hack. D'accord. Le bouillon qui est à Danton. Place Danton, ouais. C'est à Danton. C'est déjà une belle. On a déjà une belle clientèle. Une belle carte de restaurant. Ça, c'est pour les restaurants et pour les particuliers. Et les particuliers, après, ils peuvent y accéder sur différents points de vente. Donc, on va les retrouver au Hall Central, c'est la Fromagerie Fabrice. Ouais. On va les retrouver aussi chez le Panier de Nicolas, pas loin des rues piétonnes. Le Cosy Traiteur, quartier Saint-Vincent. On va les retrouver chez Massicia, belle boutique italienne. Très beau, oui. Paris. Chez l'amie Clara Mermin. C'est Clara, exactement. Ouais. Et puis chez Sylvain Aimé, t'as un super boucher sur Sainte-Cécile. À Sainte-Cécile, oui. Qualité de viande extraordinaire. Super. Bah dis donc avec ça, Et toi-même, t'as pas une boutique ou un pied-à-terre? Non, j'ai pas de pied-à-terre. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, je suis encore un fermier libéral. Voilà, le cabinet, la fabrication, parce que aujourd'hui je suis tout seul. La fabrication, la logistique, livraison. Le côté commercial, voilà, donc tout ça prend du temps. Ouais. J'aimerais bien avoir un point de vente à moi, voilà. C'est dans la réflexion. Non, mais t'as raison, fais comme ça, vu le prix du foncier et tout. Non, laisse tomber, c'est mieux comme ça. C'est ça. Moi, j'ai une autre question, plus professionnelle, parce que je suis aussi restaurateur et je fais aussi mes pâtes fraîches. Ça a dû être un lourd investissement aussi en matériel, parce que... Oui. Les machines à pâtes fraîches, les gens se rendent pas compte, c'est pas juste le petit truc en inox qu'on achète dans la grande surface, c'est des grosses bécanes. C'est des grosses bécanes, il y a un gros investissement en termes de machines, d'autant plus que je fais pas que les pâtes, je fais des gnocchis aussi à côté, et je fais des raviolis. Donc tout ça, c'est des grosses machines qui demandent un gros investissement de départ. Bon, voilà, c'est d'où aussi, alors pour deux raisons. On peut dire que la pâte fraîche, c'est un peu plus cher que la pâte fraîche industrielle. Hein. On n'est pas sur le même produit. La semoule, c'est une semoule qui coûte entre 30 et 40% plus cher qu'une farine classique. Donc forcément, le prix derrière va s'en ressentir. Mais c'est le goût de la qualité. Et surtout, ce que j'insiste aussi, c'est que vous avez besoin de moins en manger en quantité par rapport à des pâtes industrielles. Ouais, vous allez charger ça, c'est un point de vue. 130 grammes sur les pâtes industrielles. Je mets au défi, sincèrement, de manger 150 grammes de pâtes fraîches et de pas dire que vous le calez également. Ouais, non, je suis d'accord, j'admets. J'ai essayé, ça marche pas. Bon, mais écoute, merci beaucoup, Willy, en tout cas, et puis bonne longue vie à Pasta Pazza. Merci à vous. Et vous savez quoi, je suis en plein direct, là, je viens de finir des linguinés pendant l'interview. Ah bah dis donc, voilà. Dans le coin, passer 3500 grammes. Ça marche. Merci beaucoup, Willy, à bientôt. Merci, à bientôt. Salut, bye bye. Salut. Voilà, c'est un gentil garçon, quoi. C'est vraiment le mec, il a le peps et tout. Il est super sympa, Willy, j'ai la chance de le connaître personnellement. C'est un mec super sympa, ultra dynamique et puis qui connaît son sujet.
puis qui se donne les moyens, qui a vraiment pas fait les choses à moitié. Il va chercher ses produits, comme il l'a dit, en Italie, le matériel. Là, il se lance dans les pâtes sèches. Enfin, c'est une belle entreprise. Et... ce qu'il a pas dit, c'est du gros matériel. Hein. Oui. Moi, je raisonnais sur du matériel à 2000 € pièce, mais là, c'est plutôt 20 000 € pièce. Tu peux rajouter au moins un zéro. C'est vraiment belle. Enfin voilà, c'est quelque chose de beau, sympa. On n'a pas parlé du championnat de France qu'il a fait. Oui, où il a obtenu 5e, c'est pas mal parce que ils étaient nombreux à faire ça. C'est pas seulement un fabricant, c'est aussi un cuisinier. Il est un passionné, c'est un vrai fou de pâtes et de gastronomie italienne. Et je trouve que c'est une chance au Havre d'avoir une entreprise comme ça qui commence à vraiment bien fonctionner. Et ça, tant mieux. Bravo, Willy. On risque de devenir capitale gastronomique à force d'avoir des gens comme ça ici, avoir des tordus. Bon, et on va se faire une petite pause musicale. On va s'écouter Racer de The Amps. Voilà, alors ça, je l'ai déterré, ce morceau-là, c'est The Breeders, je sais pas si ça te parle, c'est des vieux groupes des années 90. Je connais que la musique classique. Moi, oui, je sais bien, malheureusement. Le jazz, t'as encore un peu le nez dans le jazz. Non, moi, c'est vraiment ma partie rock. Voilà, c'est un groupe des années 90 qui, c'est toujours d'actualité. Et voilà, c'est sur West Track Radio. Henri, c'est quoi tes pâtes préférées, toi? Écoute, ta recette. Alors moi, ma recette, je voulais dire, tu sais que depuis quelques temps maintenant, ça fait peut-être 2-3 ans, on nous bassine un peu, c'est un mini coup de gueule, hein, avec la fameuse vraie recette des carbonara, tu sais, avec le guanciale qui est la gorge, le pecorino, peut-être avec un peu de parmigiano, mais surtout pecorino, le guanciale, et surtout pas de crème évidemment, et que les blancs, le gras du guanciale, etc. Bon, bref, tu vois, tu as vu des dizaines de... où on te dit c'est la vraie carbonara. On la refait même pas. Parce et tu passes presque pour un plouc quand tu mets de la crème. Et en fait, moi je trouve que certes c'est pas de la carbonara, mais du lard de poitrine fermier normand, de la crème double et des vrais oignons, quand tu fais bien cuire, mijoter de la tout ça... crème quadruple, monsieur, je vous en prie. Et bien donc je voudrais dire qu'avec des linguines, par exemple, tout simplement, alors c'est pas très authentique, c'est pas ce qu'on veut, mais moi j'aime bien le lard avec les oignons et la crème fraîche. Alors c'est pas des carbonara, mais j'aimerais bien qu'on arrête d'avoir honte de mettre de la crème fraîche dans les pâtes. Moi je vais rectifier ma carte et je vais marquer carbo à la française et voilà, j'en ai plus rien à péter des Italiens. Bah oui, non mais voilà, c'est pas dégueulasse quand même. Si tout le monde fait ça en France, c'est qu'il y a un truc. Quoi. Exactement. Donc il faudrait trouver un autre nom parce que c'est vrai que il faut être sérieux. Les appellations sont les appellations. Il faut les respecter. Mais par contre, les pâtes à la crème,
avec le lard et l'oignon et les oignons. De l'ail, du persil, voilà, c'est bon. Des oignons. Voilà, c'est pas dégueu. Moi, alors bizarrement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chefs qui mangeaient à peu près la même chose que moi. Le plat gourmand avec les pâtes, moi, c'est des vulgaires spaghettis. Alors je précise, la forme des pâtes, ça compte. Bizarrement, c'est la même recette pour fabriquer la pâte en elle-même, mais après la forme, ça change de goût, je trouve. C'est un truc de dingue. Je vais regarder s'il y a des études là-dessus sur la forme des aliments par rapport au goût. Et moi, c'est des vulgaires spaghettis, du beurre, des jaunes d'œufs. Quand les pâtes sont bien chaudes là. Je balance une petite noisette de beurre, pas beaucoup de beurre, hein, pas forcément. Par contre, je claque 2-3 jaunes et une bonne poignée de râpé, là. Tu vois, je mélange ça. Et ça, c'est mon truc gourmand, quoi. C'est presque une petite carbonara aussi, alors. Sans lard. Peut-être, ouais, sans lard, ouais. C'est pas de fromage. C'est spaghetti cheese à la française, quoi. Il y a beaucoup de chefs qui font ça, tu sais, avec un œuf mollet ou un œuf au plat. Ouais. Enfin, voilà, c'est bourré de protéines. Je crois que c'est une des recettes préférées de notre ami Etchebest. Tu sais, oui, il a fait une petite vidéo là-dessus. Il a envie de manger un truc qui lui plaît, c'est des pâtes aux œufs. Ouais, les pâtes aux œufs, pareil. Je sais pas, ce côté gourmand. J'aime bien quand, tu vois, une baguette de pain là pour saucer le jaune. Là, oui. Enfin, pour moi, c'est vraiment ma recette préférée. Sinon, dans les recettes, moi, alors ça, c'est un souvenir d'enfance. C'est les cannelloni que faisait la sœur de ma grand-mère. Tatiana, elle revient souvent dans l'émission Tatiana. Tatiana faisait des cannelloni, mais c'était avec les restes du frigo. Alors je vous situe, on est dans le Gers, pas très loin de la ferme. Donc dans les restes, il y a du confit, des gésiers, enfin des petites choses comme ça. Elle fout tout au hachoir, des saucisses cuites sur le grill de la veille. Elle fout tout au hachoir avec de l'ail, du persil frais du jardin. Ça c'est pour la base. Elle lit tout ça avec une béchamel. Alors c'est pas une béchamel, tu sais, elle fait un roux et elle monte avec le bouillon de poule au pot. Une sauce poulette. Oui, une sauce poulette, merci. Sauce poulette. Elle fait ce mélange. Hop, on remplit les cannelloni de ce mélange de farce XXL du terroir. Hop, on plaque ça dans un plat qui va au four et dessus elle râpe de la tome des Pyrénées. Voilà, le truc, et elle met ça au four. Et ça a un goût, j'ai jamais retrouvé ça ailleurs. Ça tient encore. Ah ouais. Sinon, dans les plats, les lasagnes. Oui, je sais pas, c'est made in Garfield. Quoi. les lasagnes. Alors, moi, je fais ma vraie viande bolognaise, ragoût à la bolognaise. Alors, je mets pas de veau. C'est le seul truc que je ne fais pas. Donc, je fais ma viande bolognaise d'un côté. Donc, c'est un ragoût. Comment dire ? C'est un bœuf bourguignon haché. En gros, c'est ça et tomaté. Ça, vous allez sur internet, vous trouverez facilement des vraies recettes de bolognaise. Et je la mélange avec un peu de béchamel pour détendre ma farce. Et après, j'avoue, là, c'est tomates, les pâtes fraîches, pareil, pâte à lasagne, c'est la pâte à lasagne fraîche, viande, et on recommence, pâte, sauce tomate, et on monte. Et au-dessus, une petite sauce mornay, donc une béchamel aux œufs et avec du fromage, voilà, pour que ça gratine bien sur le dessus, quoi. Et alors, ça sert à rien de faire des 2-3 étages, il vaut mieux en faire 4 ou 5, c'est fin et voilà. Il faut pas qu'il y ait énormément de viande pour que ça soit bon, 5 quoi. ou 6, j'aime bien quand c'est un peu comme un millefeuille. Ouais, voilà, plus c'est en mode millefeuille, meilleur c'est, je trouve. Ouais, tout à fait. Je continue encore dans les recettes comme ça. J'ai le droit de faire une parenthèse. Allez, vas-y, je voulais dire, si vous voulez des recettes italiennes de pâtes authentiques, on peut, je vais refaire un petit clin d'œil à notre ami Morgane Malka de Renard Gourmet. Parce que, comme tu as pu le voir, tu suis aussi, il y a beaucoup de recettes provençales. Il a fait des cannelloni, là, il y a pas longtemps. Ouais, merveilleux, il fait ses pâtes maison, et il y a vraiment, alors c'est quelqu'un, on l'a interviewé en tout début de saison. C'est quelqu'un qui est un grand spécialiste de cuisine, y compris historique. Alors, il va vous expliquer la différence entre la Lombardie, l'Émilie-Romagne, les Pouilles. Enfin, il y a vraiment une bible sur la cuisine. Donc, allez voir www.renardgourmet au pluriel.fr. Vous verrez pas mal de recettes vraiment. Alors là, très pointues. C'est pour ceux qui ont envie de faire la pasta très italienne, très dans les règles de l'art. Voilà, ce petit clin d'œil à Morgane. Alors, dans les trucs, je vais en citer un ou deux quand même. Restaurant asiatique du Havre, il y a l'Amian. Qui font leurs nouilles. Très, très bien. Ils font leurs nouilles eux-mêmes. Allez-y, l'Amian, en face du palais de justice, à côté. Et je vais citer Asian Kitchen, où c'est de la cuisine. Alors, l'Amian, c'est restaurant chinois. Et Asian Kitchen, c'est cuisine thaï. J'y suis retourné il y a pas longtemps. J'ai pris un sauté de bœuf aux oignons et avec des nouilles.
c'est une tuerie, quoi. Alors, sur le moment, on va se dire, ouais, 12 balles le plat, mais il y avait à manger pour deux. Sincèrement, c'est hyper copieux, c'est truc sympa. Très belle adresse. Ouvert le dimanche soir, je précise aussi, oui. quand on est dans la panade. Et dans ces plats comme ça, un peu asiatiques, moi, c'est les nouilles sautées au poulet et sésame. Ouais. Oh, c'est tout con, hein. Chou chinois, civettes, carottes, on met un peu les légumes qu'on veut. Moi, je mets souvent un peu de radis blanc. Je suis pas très fan des haricots Là, soja, là. les pousses de haricots mongo. Ouais, mais voilà. Je suis pas très fan, donc je vais souvent sur le radis blanc. Et c'est vraiment pas compliqué, quoi. Vous commencez à poêler vos légumes sur une huile neutre au départ. Ça sert à rien de brûler l'huile de sésame. Qui est trop forte en plus, qui est trop pas forte. faite pour rissoler en plus. Voilà, c'est juste pour assaisonner. Je rajoute mon poulet en petits morceaux. Ensuite, je mets mes nouilles que j'ai pré-cuit. Alors généralement, on ne fait pas bouillir les nouilles chinoises. Hein, on porte à ébullition, Et on arrête. on plonge les nouilles, on ferme, on attend 10 minutes et elles gonflent toutes seules. Il n'y a pas besoin que ça boue, normalement. C'est des nouilles qui cuisent en plus. Ouais, je dis 10 minutes, c'est 5 minutes généralement. On les poêle, voilà, poêlées dans notre mélange. Et là, enfin, à la fin, moi je rajoute sauce soja, huile de sésame et même de la graine de sésame. On peut mettre un peu de sauce huître aussi, c'est bon aussi. Ouais, c'est pas mal, ouais, sauce huître. Faut en avoir. Ouais. C'est toujours un peu. Moi, j'en ai toujours à la maison. Chez Wassong. Ouais, t'en trouves partout. Ouais, dans les épiceries. Sauce huître, c'est pas mal, ça donne un peu de corps aussi. À propos de poulet d'ailleurs, justement, parce que tu viens de nous donner une recette. C'est après. C'est après. Poulet. Oh là là, zut. Après, j'ai encore une ou deux recettes. Excuse-moi, je savais pas, recettes, moi. monsieur. Il est intarissable. Recette italienne, bizarrement, moi, vraiment, c'est les spaghettis. Alors, tu vas savoir le dire mieux que moi. Les spaghettis alle vongole au palourdes, oui, au ça palourdes, c'est magnifique. Ça, c'est un truc, mais c'est tout con en plus, quoi. Alors, faut trouver des bonnes palourdes. Ça, c'est les petites coques, chez nous, on appelle ça. Oui, mais t'as une variante, mon cher Michel, qui est aussi très italienne, ce qui s'appelle spaghetti con le cozze. Les cozze sont les moules. Alors, si t'as pas de coque... Ouais, non, aux coques. Non, j'aime bien parce que c'est des coques, oui, justement. Mais avec les moules, ça marche bien aussi. Bon, t'essaieras, tu verras. Bon, Spaghetti con le cozze, c'est traditionnel. Et les moules, c'est facile à trouver. Et en plus, t'as donné la solution, c'est en fait, on cuit les coques comme des moules marinières. Comme on fait en France, de l'ail, du persil. Après, on rajoute nos spaghettis. Et le truc, c'est surtout de bien laver les coques parce que c'est gavé de sable. Ça, c'est l'horreur à manger. Et puis alors, il y a une chose que je déteste personnellement, ça m'énerve au plus haut point, c'est quand il y a les spaghettis alle vongole où ils ne sont pas décoquillés. On doit en garder 3-4 pour le décor, mais les autres, on les ouvre et on les rajoute. S'il y a que des coquillages, on se met les mains là-dedans, moi c'est insupportable. C'est un scandale. C'est un scandale. Et oui, t'en parlais, mon coup de gueule. Mais c'est de la merde! Il y a quelques jours, monsieur Henri m'envoie un petit message. Monsieur Mondialisation, Ross 308, des poulets géants en plein Paris, qu'est-ce que... Bref, du coup, je me documente, je vais farfouiller un petit peu sur Internet, et effectivement, L274, les militants écologistes pour la protection des animaux, je te le fais dans l'ordre, avant de me regarder, ou sinon tu le fais. Toi, c'est juste, c'est 214. 214, ah oui, je dis 264. Rajoutez 60 comme ça. Ouais, bon, bref. Bravo à eux. 214 ont manifesté à Paris avec des poulets géants de 5 mètres. Alors pourquoi il y avait 3 poulets? En fait, ces 3 poulets représentent une grande société qui ont leur sous-marque. Donc c'est Marie, le Gaulois et voilà. Et cette société utilise une variété de poulets qui s'appelle le 308, le Ross 308. Et le Ross 308, alors c'est pas un OGM, c'est une sélection. C'est une souche poulet. Voilà, on croise des poulets et on sélectionne. Et je vais vous donner un ordre de grandeur, c'est que ces poulets atteignent le kilo en 40 jours, 35 à 40 jours. Alors qu'un poulet traditionnel qu'on laisse peinard tranquille, lui, il va atteindre le kilo en 5 mois. Donc vous voyez à quelle vitesse ça grandit. 4 fois plus vite qu'en 1950. Qu'en 1950, ouais. Donc il y a 70 ans. Mais tu sais, il y a des poulets qui grandissent encore comme en 1950, normalement, dans une cour normale. Hein.
Moi, je connais, je vais la citer, dans Madame Dossi à Coville, exploitante agricole, qui me fait des poulets. Elle me dit, je te ramène des petits, ils font 1,8 kg. Mais ils ont plus de 50 jours, hein. Ça je te rassure, ils ont facilement... Bah oui, c'est de la vraie viande, pas ce qu'on appelle le poulet de chair. T'as vu cette expression absolument insupportable, poulet de chair. C'est pour faire des tenders. L'animal, c'est de la chair à tenders, quoi. Alors, c'est pas sur il y a sûrement la qualité de la viande, mais le scandale il est ailleurs, c'est que ces poulets grandissent tellement vite que ils se pètent les genoux. En fait, ils arrivent même plus à marcher. Ils ont des problèmes cardiaques, pulmonaires. Du coup, ils crèvent sur place. Au milieu des autres, parce qu'ils arrivent même plus à se nourrir par moment. Ou alors ils meurent étouffés par les émanations d'ammoniac de leur litière. Enfin, c'est un truc, c'est horrible. Voilà, non, acheter des poulets qui ont couru, principalement. Voilà, c'est les poulets qui courent, c'est mieux. Et moi, je suis pas encore végétarien ni vegan, mais je soutiens L214 parce qu'ils ont quand même le courage de sortir des vidéos dans des abattoirs et dans des élevages qui sont absolument édifiantes. Il faut quand même voir ça. Faut voir les cochons chez Fleury-Michon. C'est pas parce que toi et moi, on est des carnivores, hein, on va pas omnivores. Moi, plus omnivore, toi, plus carnivore, mais c'est pas pour ça qu'on maltraite les animaux pour autant, quoi. Et puis qu'on achète des trucs. Comme tout le monde, je pense un peu, même ceux qui continuent à manger de la viande, on en mange quand même un peu moins, ou voire beaucoup moins, mais on essaye d'avoir des choses de qualité et qui sont sourcées, parce que quand on voit ce qui se passe dans ces trucs industriels, c'est insupportable. Si vous êtes pro-écolo, mangez moins de viande. Si vous en mangez, mangez-en de la très bonne avec le bien-être animal qui va avec. Et laissez tomber les produits industriels. Et puis manger des abats aussi, parce qu'on oublie de dire que tout le monde peut pas manger des entrecôtes, parfois manger du pied de cochon, des choses comme ça, des choses qui sont entre guillemets... c'est des viandes qui sont beaucoup moins chères. Voilà, et on utilise tout l'animal, ça aussi c'est une façon de... Bouge-toi les oreilles. On est un peu horripilant, mais voilà, on pense au bien-être de nos poulets et ce serait bien que, malheureusement, que ceux-ci disparaissent parce que rien que dès la naissance, ils sont dans le mal-être, quoi. Je suis traumatisée, merci. Je vais manger que de la salade maintenant. Tu connais pas le cri de la salade, c'est pour ça. Tu connais pas les pesticides en plus qu'il y a sur la salade. Je ne mangerai plus rien du tout, alors c'est bon. Même l'eau est contaminée, il faut l'air qu'on respire. Tu sais comment on appelle un Perrier contaminé? Rondelle. Ouais, un Perrier rondelle maintenant. Pardon. Voilà, c'était gastronomiquement vôtre. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Michel. Merci Henri. Au fait, Henri, tartine... La tartine de beurre, écoute, j'en ai fait 5 nouvelles qui ont été enregistrées dans la semaine là et qui vont sortir très bientôt là, dans les jours qui viennent. Ça en fera 10 en tout. Voilà, c'est bien, petite promo quand même. Oui, il y aura Poulenc, Francis Poulenc, Frédéric Chopin, Eric Satie, tu sais, qui était très étonnant, qui ne mangeait que des nourritures blanches. Il était capable de manger 150 huîtres. À l'époque, ça devait pas coûter très cher parce qu'il était très 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 misérable. Ah non, on jetait les huîtres à l'époque. Voilà, donc il a mangé 150, il mangeait du riz, des choux-fleurs, que du blanc. Le reste, il était un peu tordu, mais génial. C'est un petit symptôme autistique, hein, je dis ça, je dis rien. Merci Lucie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur toutes les plateformes, ainsi que sur west-track.com. Et comme disait Joël Robuchon...